fait une double formation avec l'honorat supérieur et aux arts déco. Après une thèse à Orsay, actuellement il est directeur de recherche CNRS à l'Institut mathématique de Chile. Et voilà, Pierre, il a l'air bien, c'est comme ça. Mais il va nous parler de sauvagerie. Et c'est vraiment un thème central, je crois, dans ce travail. Et à un moment donné, on a fait Ok, merci. Merci pour l'organisation de cet événement. Donc je vais parler de la question de lumière. Et donc en fait, j'ai continué comme ça, par des années d'expérience. Alors les événements, c'est aussi une expérimentale, parce que c'est pas forcément des images, toujours on fait de la recherche dedans. Et donc c'est une expérience qui peut nous sembler familière. Il s'agit de mettre un chat dans une boîte. Donc je mets un chat dans une boîte. Et une boîte avec des miroirs autour. Donc le chat, il a un miroir à sa gauche, un miroir à sa droite, un miroir en face de lui, un miroir derrière lui, au-dessus de lui, aussi en dessous de lui. Et la question qu'on se pose dans cette expérience, c'est qu'est-ce qu'il voit? Alors, je me dis que tout le monde a une idée de ce qu'il voit. Et bien, il voit rien. Pourquoi il voit rien? Voilà, exactement, il n'y a pas de lumière. Et donc, c'est un problème qui en fait est vieux, apparemment scientifiquement assez vieux. Donc, je suis allé voir le département à côté du mien, là, des gens qui font des sciences soi-disant théoriques. Et m'ont dit, ah oui, effectivement, il y a quelqu'un qui a fait cette expérience une fois, et ce qu'il a fait, pour que le chat puisse voir quelque chose, il a mis un petit truc luminescent à l'intérieur. Donc, il a mis un tuyau. Et voilà ce que voit le chat. Donc, vous voyez un chat dans une boîte qui se regarde. Et on voit, du coup, on voit donc la pierre luminescente à l'intérieur, on voit le chat. Et déjà, on peut essayer de comprendre cette image-là. Pourquoi on a cette image-là? Et donc, pourquoi on a cette image-là? En fait, on va faire un peu de petit. Je pense que on peut comprendre ça ensemble. Donc, on a le chat qui est au centre. On a le chat qui est au centre de lui. Et lorsqu'il va regarder à sa gauche, en fait, ben là, il va voir un chat qu'on appelle un chat virtuel. Okay, donc ça correspond exactement à faire comme si jamais on prenait la copie de ce chat-là, on prenait sa symétrie par rapport à ce cela. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que la lumière, elle suit non pas la direction de son regard, mais le sens inverse. Et donc ce qui se passe, c'est lorsqu'il y a un faisceau lumineux qui part par là, il se réfléchit sur ce plan-là, il revient là, donc tout se passe comme si jamais on avait le chat, vous voyez, c'est ce chat virtuel qui est la copie de l'humain. Okay, donc nous avons un chat virtuel à sa gauche, nous avons un chat virtuel à sa droite, mais aussi en face de lui, aussi derrière lui. Okay, et en fait, on peut donc faire ces chats virtuels primaires, mais aussi les chats virtuels secondaires. On peut faire du devant. Donc si on fait un truc à devant, on va avoir un chat aussi à sa diagonale en haut à droite, en haut à gauche, et on peut continuer comme cela. Un certain nombre de fois. Okay, donc de là, nous avons un paysage de chat. Une invasion du chat. Une invasion, voilà. Nous avons un paysage, donc ça, on peut comprendre un peu ce qu'il voit là-dedans. Mais on peut pousser un peu plus loin. On peut pousser plus loin et remarquer en fait que dans ce paysage, eh ben, il y a un motif qui se répète. Okay. Donc vous voyez, il y a
ce motif-là. On voit 4 chats. Chaque chat, et en fait, ce motif-là, ils ont une translation de l'un de l'autre. Donc c'est un plaisir de parler après mes collègues, parce qu'ils ont introduit plein de mots compliqués, notamment la notion de tort. Et en fait, ce qui se passe là, ce chat-là, c'est que modulé aux 3 copies lui-même, il est dans un tort. Et un tort, c'est quoi? C'est en fait, lorsque je vais aller par là, et ben je me retrouve à aller par là. Donc c'est plus compliqué que les miroirs, mais mathématiquement, pour nous, c'est plus simple de considérer ce genre d'objet-là. Donc en fait, nous avons un tort ici. Et donc la dynamique que nous avons de la lumière et la dynamique qui est donnée par en fait, l'élément lumineux sur un. Voilà, donc j'ai dit quelque chose de très compliqué dans une expérience simple, mais en fait l'idée est juste celle-ci. Ok, donc expérience numéro 2, plus intéressante maintenant, c'est qu'on va mettre des miroirs qui sont déformés. Okay, donc ça, c'est une expérience que peut-être vous allez tous tester au moment où vous regardez une flaque d'eau par terre, dans la mer, pour vous former. Et donc là, la question c'est qu'est-ce que voit le chat? Et donc on va mettre un protocole expérimental en 3 parties. On va d'abord mettre un chat qui va se voir dans un miroir parfaitement plan, puis un miroir légèrement déformé, et enfin un miroir très déformé. Donc les images que nous obtenons après simulation sont les suivantes, donc celle-ci que nous avons déjà vue. La deuxième, il y a légère déformation, la troisième, et ainsi de suite. Okay, donc la question qui devient du coup mathématiquement difficile, c'est expliquer ça. On peut voir comment est-ce qu'on peut décrire, ce qu'on peut dire de ça, qu'est-ce qu'on peut dire de la dynamique de la lumière. Donc revenons à l'évasion, on va un peu plus expliquer quelle est la dynamique et le système dynamique qu'on a derrière nous. Et donc on part d'un rayon lumière, donc je rappelle que le Loi de Descartes dit que lorsqu'on se réfléchit sur une paroi, la lumière, en fait, elle va sortir avec le même angle qu'elle a percuté la paroi. Ok, c'est le Loi de Descartes. Et donc, nous avons un premier rebond de la lumière, puis un deuxième, puis un troisième, un quatrième, etc. Okay, donc, nous avons un vrai système dynamique, où, en fait, on va partir, dans notre système, on aura le point où on va percuter et l'angle. Okay, donc, c'est 2 variables. Et donc, de là, en fait, sur cela, en fait, ce qui peut sembler, c'est la chose suivante. C'est qu'en fait, on va partir, à chaque fois que je vais percuter mon miroir déformé, en fait, il est un petit peu dévié. Après, je vais repercuter, j'ai encore un peu dévié. Et en fait, après les conférences que nous avons juste avant, la question qui se pose, c'est est-ce que, par exemple, on va aller dans un partout? On va faire tous les angles et toutes les directions possibles. Okay, que ça va être ergodique. Et en fait, effectivement, il y a cette hypothèse ergodique qui a été énoncée juste avant. Pardon, comme on voyait. Mais un truc qu'on peut dire juste avant, qui est plus simple, c'est un théorème de Poincaré, un théorème de référence de Poincaré, qui dit la chose suivante, c'est que si on prend un point, de miroir et un angle, ben forcément, il va revenir. Et ça, c'est là presque toujours. Donc on a ce théorème-là. Et qu'on peut, en fait, on peut vérifier expérimentalement cela. C'est que si on regarde, si le chat regarde dans une direction, en fait, cette direction va forcément revenir vers lui-même. Okay, et il peut passer qu'elle percute d'abord un autre indice encore, ou la pierre jaune. Okay, et donc si on regarde le dessin, en fait, on voit effectivement que l'horizon de ce qu'il voit est avoir du vide. Et donc ça, c'est un truc qu'on peut expérimenter directement avec ce théorème de référence de Poincaré. Donc je reviens maintenant sur l'harmonicité ou sur la transitivité, ce qu'on appelle la transitivité, c'est est-ce qu'on peut avoir effectivement toutes les configurations qui vont être obtenues presque sur nous. Et donc ça, on peut le vérifier en expérience. Mais c'est quelque chose, c'est un sujet sur lequel il y a un historique qui remonte à l'hypothèse ergodique, on a déjà entendu parler, qui est celle de Burkhoff, mais de Boltzmann d'abord, et qui dit la chose suivante, c'est que si on prend un système mécanique classique, donc issu de la multiplication que vous connaissez, qui est conservatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dissipation d'énergie, donc il n'y a pas de frottement, et bien on va avoir une orbite typique et équidistribuée dans le sens qui est développé jusque dans la conférence. Donc ça, c'est l'hypothèse ergodique de Boltzmann qui a été reformulée de façon plus moderne par Burkhoff et Luckmann, mais aussi par Poincaré, de façon plus topologique. Et en fait, c'est une hypothèse qui à l'origine, dont son origine en fait provient de l'étude des gaz. Donc en fait, on considère
on considère un bocal avec des molécules d'eau dedans, et les molécules d'eau en fait vont se percuter les unes les autres, vont se balader, puis vont se choquer les unes les autres. Et en fait, les données de Boltzmann, harmonique, c'est la chose suivante, c'est que si on prend une particule qui pique, c'est la partie de configuration. Donc le moyen temporel est égal à la moyenne un modèle pour la limite lumière de notre salle avec les murs déformés. Donc je vais vous proposer maintenant de vous expliquer un peu cette image, comment est-ce qu'on l'obtient, mais juste dire qu'en fait si on voit plusieurs couleurs, c'est qu'en fait ce n'est pas harmonique, il y a des endroits où en fait les points sont emprisonnés dans des zones qui sont blanches, on n'en sort pas, et vice versa dans des noirs, on n'en sort pas. Okay, et cela dans toutes les couleurs. Ok, donc allons-y pour les expériences. Donc l'expérience numéro 1, c'était la dynamique sur le cube dans la table. Et donc si on part de ce point-là avec un angle θ, et bien un petit calcul photométrique nous dit qu'en fait on va arriver en haut de ce point-là avec un angle identique parce qu'on n'a pas bougé, la lumière se comporte de façon rectiligne, et le point lui ce sera tangent de θ. Okay. Donc on a un système qui est assez simple. Et on peut l'augmenter, je l'ai dit tout à l'heure quand ils sont corps, donc les murs sont identifiés, ce mur-là est recollé avec celui-là, on est comme sur un rouleau. Et donc du coup, si je colle ce bord-là avec ce bord-là, je me retrouve sur un cylindre. Okay. Et sur ce cylindre-là, je vais voir cette dynamique que j'ai représentée ici, où en fait on a un décalage, où en fait les angles, ils vont rester toujours les mêmes, donc c'est des traits, c'est tout. Mais par contre, les points, eux, vont se faire décaler, sauf lorsque je pars d'un angle vertical, un angle nul. Okay. Donc là, l'angle nul, c'est ici, je ne bouge pas, mais sinon tous les autres, j'ai tendance à me faire déplacer. Okay. Donc c'est ce système dynamique-là très élémentaire que nous allons perturber. Donc nous allons faire juste rajouter une perturbation à ce système-là. Donc, en fait, pour la modélisation, en fait, il y en a un petit souci, c'est que cette fonction-là, tangente, c'est une fonction, vous savez, elle est égale à l'infini en pi sur 2, c'est pas terrible pour faire des approximations. Donc, moralement, en fait, on a compris, si je casse juste un truc qui décale la verticale, okay, et on modélise exactement pareil, si je mets juste un θ0 sur le même. Okay, donc je vais juste un flux pur, et je me rajoute une calculation. Et après, juste pour le fun, en fait, on peut dire qu'en fait, ce truc-là, c'est quand même trop simple, je vais mettre un sinus juste pour la beauté du geste. Okay, pour avoir un truc qui ne soit pas un θ, un sinus, voilà. Ok, et donc plus précisément, je vais vous balancer des expressions extrêmement explicites, okay, que j'ai choisies de façon complètement arbitraire. Mais voilà, ça va donner le résultat que vous allez voir. Donc on y va pour les expériences. Allons-y pour les expériences. Voilà, je vois le chat. Donc voilà, donc ça en fait ce que je vous propose ici, je vous montre ici, c'est en fait l'harmonicité. C'est-à-dire en gros ce que j'ai fait, là, donc ce que je fais ici, c'est que je vais l'harmonicité. Donc en gros ce que je fais, c'est que je commence par un motif, comme celui-ci, et je vais commencer à le mélanger. C'est-à-dire que je vais regarder ces valeurs-là, et je vais itérer une fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, etc. Je vais faire ça beaucoup de fois, et j'obtiens ces valeurs-là. C'est ces points de perturbation en fait, de notre neurone non déformé. Pour la fonction que je vais montrer, juste rajouter un sinus, et c'est tout. Si je mets le sinus égal à 0, en fait, j'ai vraiment les dynamiques horizontales et les planes complètement horizontales. Okay. Donc je pars sur ça, et en fait, on va essayer de comprendre un peu cette figure. Ici, donc, nous avons un point ici au centre qui est intéressant, c'est un point qui est fixe. C'est ce que vient de dire la dynamicien, c'est un bon point de départ pour comprendre les choses. Et autour, en fait, de ce point-là, la dynamique se comporte presque comme une rotation. Okay. Donc, nous avons en fait moyen de pouvoir montrer des points qui se rapprochent très proches de eux-mêmes. Dans notre cas, ces points-là. Donc, ça, c'est des points qui reviennent proches de eux-mêmes. Et ils forment des cercles que l'on voit ici, comme cela. Nous avons plein de cercles, ça c'est un phénomène
qu'on appelle K. Donc voilà, excusez, je mélange des mots, mais il faut juste les prendre comme si c'était un documentaire de sciences expérimentales sur la cosmologie. C'est pas très important, c'est juste les images qu'il faut retenir. Donc ça, c'est des cercles qui vont être restés invariants, et donc du coup, la dynamique qui est emprisonnée à l'intérieur des cercles ne peut pas sortir. Donc, déjà, ça c'est une preuve fatale, directe, que ce système ne peut pas être hermétique. Ok. Nous avons plein de cercles, en fait, ça forme un paysage assez impressionnant. Donc voilà. Après ça, ce que nous avons aussi, c'est que nous avons un autre point, si on revient sur celui-ci, qui se trouve ici, là, ce point-là. Et ce point-là, en fait, se comporte différemment. Ce n'est pas une rotation, c'est un point, en fait, qui, dans une direction, en fait, il va attirer les points, et dans une autre direction, il va élancer. Donc la dynamique, elle va se situer comme ça. On appelle ça hyperbolique, du coup, c'est la hyperbolique. Donc on a ce point-là, et du coup, en fait, ce qu'on peut regarder là-dedans, c'est qu'on a des courbes, deux courbes. Alors, c'est vraiment un plaisir de parler après mes collègues, parce que du coup, j'ai annoncé. Donc ça, c'est les courbes dont faisait allusion Henri Poincaré, qui sont des courbes qui se rapprochent de ce point-là, on appelle les courbes stables et les courbes instables, et qui vont s'intersecter, pas forcément dans le menant. Okay, et donc là, du coup, on va revenir là-dedans. Alors, juste pour vous donner un peu l'idée dynamique, on va avoir une dynamique comme ça de ces courbes-là. Elles doivent revenir, je crois, se faire ramener vers le point. Et en fait, elles vont commencer à s'auto-accumuler de plus en plus. Ok. Et donc, on tient une figure extrêmement compliquée, très difficile à comprendre. En fait, on n'a pas en mathématiques modernes aujourd'hui, contemporaines, on n'a pas d'objet, on n'a pas d'outil pour décrire ces géométries-là. En fait, si jamais il n'y a pas de mots dans le dictionnaire qui existent pour décrire actuellement la géométrie qu'on a devant nous. Donc on a cela, et donc si jamais je change la perturbation, on peut avoir ce genre de motif-là. Donc là, un problème majeur, en fait, on a bien sûr, c'est de pouvoir décrire ça. Une des questions qu'on peut se poser lorsqu'on voit cela, c'est est-ce qu'en fait, on va avoir une surface positive? Est-ce que l'air que décrit ces courbes stables et instables va en fait recouvrir un ensemble de mesures positives? Donc, si je prends un point au hasard sur mon écran, est-ce que je vais me retrouver infiniment proche de ces courbes-là? Et ça, c'est une question qui est centrale, c'est un peu ouvert, fondamentale. Ce qu'on peut faire, par contre, et qu'on peut regarder, c'est est-ce que, si maintenant moi je regarde les points qui vont avoir, en fait, qui vont être instables, donc peut-être que les points vont s'écarter le plus possible exponentiellement vite. Si je prends deux points proches qui vont s'éloigner exponentiellement vite, je vais avoir ces figures-là qui vont apparaître, qui paraissent effectivement de lueur positive, mais c'est que des expérimentations qui sont faites pour les 500 proches, les 500 premiers itérés, alors qu'en mathématiques, nous, on s'est dit qu'on peut regarder ça pour une infinité d'itérés. Donc ce n'est pas vraiment la réalité. Et donc voilà, nous avons un paysage maintenant, vous pouvez être en mesure de pouvoir comprendre l'image que vous avez montrée, qui va ressembler à quelque chose comme ça. Donc ça, c'était l'expérience numéro 1, que j'avais dit qu'on allait faire des expériences. Et l'expérience numéro 2, c'est celle-ci. Voilà. Donc on va avoir exactement le même genre de figures, le même genre de patterns qui vont arriver, avec des figures qui sont assez fascinantes, très faciles. Et en fait, donc l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à décrire ce genre de choses. Voilà, je reviens sur ce qu'on a exposé. Donc ces expériences-là, vous pouvez les utiliser en fait, elles sont en libre accès dans la salle d'à côté, pendant la pause. Et on revient plus sur l'exposé, et la code. Donc voilà, donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que le cas multiplique, on ne sait pas répondre en fait. C'était pour quelques exemples très précis pour l'instant. Une des questions, on a des exemples qu'on pourrait appliquer à notre surface le carré, en fait, qui sont basiquement donnés exactement par les exemples qu'on a juste avant. C'est quasiment la même chose. Et ce n'est pas des exemples qui sont typiques, en fait, c'est des exemples qui sont par des mécanismes géométriques de découpage, et très artificiels, et pas encore, on ne sait pas si c'est typique. Il y a d'autres questions qu'on peut poser, c'est est-ce que l'art typé en général est typique? Est-ce qu'on peut montrer que toutes les couleurs que vous avez montrées, en fait, elles existent, il y a des zones des objectifs, on peut voir ça, et en fait c'est pareil, on a des exemples qui existent,
mais ils sont très instables. Donc on n'a pas dans les modèles que je vous ai dynamiques qui sont sur le carré, on n'a pas d'exemple naturel qui soit en fait ergodique sur je veux dire naturel dans la mesure où en fait la progression physique plutôt que ça dans la nature, le cas des mouvements déformés, on n'a pas d'exemple des schémas ergodiques qui apparaissent et c'est des questions qui sont centrales pour nous. Et donc voilà, je voudrais conclure par reposer les questions de façon inverse. C'est qu'on peut poser la question de façon inverse, est-ce qu'on ne peut pas pousser la question à l'envers et se dire, voilà, est-ce qu'on peut trouver des systèmes qui sont pas du tout ergodiques, qui leur pas du tout ergodiques. À chaque fois que je commence à faire l'expérience, j'aurai une réponse complètement différente, même en statistique. Et ça, c'est une question qui me passionne, personnellement. Et parce qu'en fait, ça remet un peu en question principale de la science expérimentale. Si on refait l'expérience, deuxième fois, et ben, on aura un résultat différent. Et pourtant, ça se modélise par des maths. Donc, après, la question, ça c'est une question bien sûr complètement ouverte. Et une autre question qu'on peut se poser, c'est, voilà, vous avez montré des images qui sont extrêmement riches, extrêmement complexes. Et est-ce que, en fait, par rapport à ce qu'on voit dans la nature, qui est aussi une nature très compliquée, on peut trouver, on pourrait être capable de donner une équation très simple, assez dynamique, qui soit aussi compliquée que ce qu'on peut voir. Voilà. Est-ce que c'est vraiment totalement exact et on peut imaginer que, est-ce qu'on peut trouver les mêmes résultats avec les coefficients, ou alors est-ce qu'il y a des choses demain en plus à ces coefficients? Non, c'est pour vraiment pour les points vecteurs, je pourrais mettre l'expérience devant vous ou dans la pause. Si on change quelque chose, on aura toujours un peu les mêmes figures. Donc je ne dis pas que ce que j'ai montré en relation sur l'image-là. Et en fait, c'est à peu près les deux théories qu'on a en système dynamique qui sont déjà représentées dans les différentes cadences. On a le côté quasi-périodique, en fait, et le côté chaotique, on a le mouvement d'ordre. Et c'est les deux théories qui arrivent, on ne sait pas trop si c'est quelque chose de multiple des images, vraiment. C'est des images qui sont naturelles, et si vous faites une expérience, si vous changez des choses, vous allez avoir un peu ce genre d'image-là en conservatif. D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on reste encore.